Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de Lucky Loser. Nous recevons aujourd'hui Gabriel Scotti, grand honneur d'avoir une fois un musicien ici. On se rappelle que le but de ces conversations est d'expérimenter et de réfléchir autour de la question de la main et du digital. Cette fois, on va s'évader un petit peu dans un domaine un peu plus immatériel qu'est la musique. Donc, grand honneur de recevoir Gabriel Scotti. Gabriel, bonjour. Bonjour. On se rappelle ici qu'on est en condition low-tech, qu'on aime bien, on est carrément dans mon atelier, donc on ne fait pas semblant qu'on a plus que ce qu'on a. C'est un laboratoire, donc ça marche assez bien parce qu'on essaye d'expérimenter ici. Puis les discussions sont aussi des formes de réflexion sur comment avancer en ces temps digitaux qui nous dématérialisent. Et le low-tech, ça permet d'être inventif et créatif. Alors c'est magnifique, on va pouvoir... C'est bien le low-tech. On va pouvoir... débattre là-dessus. Donc, rapidement, Gabriel, tu es pianiste de formation, tu t'es tourné vers la musique digitale, l'expérimentation, création musicale, sonore, autant pour des documentaires, pour la danse contemporaine, la comédie, le cinéma, tout un tas d'expérimentations. Tu es vu avec une basse à la main une fois, donc ouais, comme tous les bons musiciens, tu es un touche-à-tout probablement. L'idée, c'est de discuter autour de ce qu'on perd et ce qu'on gagne avec le monde digital versus le savoir-faire manuel. Jusqu'ici, on a invité des artistes et des artisans donc, qui utilisent leurs mains dans des matériaux concrets comme la pierre, la céramique, le bois. Ici, la main, elle sert à manier des instruments, mais la musique, c'est déjà une matière un peu plus abstraite que les matériaux des artisans de la 3D. Donc, première question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu es passé de l'utilisation de l'instrument manuel classique, on va dire, à l'expérimentation digitale. Est-ce que c'est venu parce que les temps t'ont proposé sur la technologie? Comment tu t'y intéressé? Comment tu shifts de l'un vers l'autre? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu ne gardes pas? Comment tu composes avec tout ça? Il y a beaucoup de questions, en fait. Bon, une des choses centrales, je pense, déjà, tu m'as parlé de la main, il y a le geste musical. Donc, en fait, quand on fait de la musique, je pense qu'on fait un geste musical. On en parlera peut-être après, mais déjà, il y a l'interface qu'il y a entre le musicien, le créateur et le rendu, enfin le son, la musique. Et donc, en général, il y a un instrument. L'instrument qui soit électronique, digital, analogique, ou que ce soit un piano, une guitare ou un ordinateur, finalement, il y a aussi une interface et on doit communiquer avec. Mais je vais revenir à la question que tu m'as posée. Donc, comment j'ai passé d'un à l'autre? En fait, je crois que en tout cas pour moi, ce qui est le plus important dans la création et dans la musique, c'est les rencontres. Et quand on fait des rencontres, on découvre des choses, on découvre des gens avec qui on a des affinités, on fait des aventures avec eux, des expérimentations, et puis on essaye des choses et on découvre en fait des nouvelles choses. Et pour moi, c'était de rencontrer des personnes qui travaillaient avec l'électronique ou qui commençaient à travailler avec l'électronique. Et j'ai sauté dedans peu à peu. J'ai essayé, j'ai trouvé des choses qui me plaisaient, des difficultés, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'apprendre et d'expérimenter. Et voilà, donc peu à peu, j'ai passé de l'un à l'autre, mais les choses sont toujours perméables, donc on revient enfin, ça passe de l'un à l'autre. Donc, une sorte de grand écart entre le savoir-faire plus classique et puis une ouverture plus technologique. Mais je dois dire qu'au début, donc avec Vincent Henny, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'ai de temps en temps chanteur, encore. Compositeur, pas chanteur, il chante pas du tout, mais brillant guitariste et brillant expérimentateur sonore. On s'est intéressé ensemble aux machines, d'abord en fait d'enregistrer en multipiste, puis après on a eu des samplers ensemble, des synthétiseurs analogiques, on bidouillait, etc. Et peu à peu,
on a copié, on a inventé, et puis on a développé des choses ensemble et avec d'autres. Alors, j'ai vu effectivement, en regardant un peu ta bibliographie et tout ce que tu as fait, que tu es toujours en composition avec d'autres gens. Donc, c'est toujours des collaborations. Tu fais des installations sonores ou des compositions sonores pour d'autres créateurs. Donc, souvent avec d'autres médias que la musique, oui. Donc, il y a Vincent Henny, il y a aussi Ricordi, j'ai vu, qui lui, par contre, est chanteur. Alors, ça fait un moment que j'ai plus fait de choses avec lui, mais chanteur, oui. Mais j'ai beaucoup travaillé, en fait, avec le texte, pour le théâtre, pour le cinéma, mais aussi pour le théâtre. D'accord. Maintenant, moins, mais pendant un bon moment, dans les années en 2000, 2001, ça a commencé, en fait, avec Carlo Brandt, le comédien, avec qui je suis devenu ami, avec qui on a fait beaucoup de choses à Paris, au Théâtre de la Colline, après avec Alain Françon, où ils m'ont donné l'opportunité de faire des espèces d'ambiances sonores, des créations sonores pour des théâtres. Alors c'était très exigeant parce qu'en fait, il fallait beaucoup respecter le texte et pas être intrusif. Mais j'avais la possibilité de créer des espaces sonores avec la diffusion et puis avec mes créations sonores souvent assez abstraites dans des espaces très grands avec de la multidiffusion et de réfléchir au son dans l'espace. Puis ça, c'était assez magnifique parce que des théâtres de 500 voire 1000 places avec des systèmes où il y a 20, 30 haut-parleurs avec des points de diffusion et puis d'essayer que le son soit enrobant, qu'on remarque pas quand il est là, mais on remarque quand il disparaît, qu'on crée des tensions un peu comme un parfum. C'est vraiment des choses où j'ai beaucoup appris et j'ai pu faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut parler de modelage de l'espace ? On peut parler, je disais, de le fait qu'on sente la disparition. On peut parler en fait, de présence aussi. Et de prendre conscience du son qui nous entoure. Et souvent, pour beaucoup de personnes, en fait, on n'a pas conscience du son environnant. Et quand on commence à faire de l'enregistrement, on remarque qu'on vit dans un environnement en fait très bruyant, surtout ici. Alors si on veut faire des enregistrements à l'extérieur d'éléments naturels, on voit que l'espace est saturé de sons humains, techniques et technologiques, urbains, de moteurs. Et même si tu es par exemple dans le Jura, on entend les avions en permanence. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. J'étais dans des endroits magnifiques, mais il y avait tout le temps des avions qui passaient toutes les 3, 4, 5 minutes. Il y avait le bruit de ces avions. Est-ce que, par exemple, tu as envie d'utiliser ces bruits-là qui sont dérangeants, qui ne sont pas forcément prévus? Donc j'utilise sans arrêt plein de sortes de sons, parce qu'en fait, dans mon travail, j'enregistre beaucoup de choses que je produis moi, soit avec des instruments, soit des sons de la nature, ou faits par des objets ou des machines aussi. Et puis je les intègre. Mais j'essaye qu'en fait, ça soit toujours une surprise, c'est-à-dire que je sois surpris par le matériau, par la matière qui est à ma disposition. En fait, j'aime l'imprévu. D'accord, justement, alors on va arriver là un peu sur la question de fond, c'est un petit peu ça. Le thème Lucky Loser, c'est l'histoire de l'erreur de la main. Lucky Loser, c'est simplement un terme de tennis qui dit que le gars qui perd est repêché dans le tableau final. Donc, on a fait une analogie avec le savoir-faire manuel qui, lui, et même s'il y a beaucoup de dextérité, forcément se trompe un peu, doit apprendre via l'expérience. Et beaucoup des créateurs qu'on a amenés ici sur ces podcasts ont le même parcours, à savoir qu'ils partent d'un matériau classique ou d'un savoir-faire plus ou moins traditionnel. Et puis, de façon un peu expérimentale, ils improvisent avec ces nouveaux matériaux, avec ces nouveaux supports digitaux. Et forcément, en expérimentant, ils se trompent. Certains essayent de gommer l'erreur, d'autres essayent de maîtriser, d'autres essayent d'utiliser l'erreur. Toi, dans ton parcours expérimental, jusqu'à quel point tu as envie de maîtriser le support? À quel point tu as au contraire envie de créer des accidents? Alors, en fait, dès le départ... quand je disais tout à l'heure nos débuts avec Vincent Henny, on a mis en avant le fait des dysfonctionnements des machines ou des erreurs pour pouvoir les faire nôtres et les réexploiter. C'est ça qui m'intéresse, c'est quand il y a de l'imprévu.
Et dans le monde digital, faire utiliser la dysfonction, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'en fait, on a de plus en plus des machines qui devraient fonctionner parfaitement. Mais de chercher ces failles, c'est là où je pense que c'est intéressant et créatif. Alors là, on se rejoint tout à fait, mais est-ce que ces failles, tu as l'impression qu'elles deviennent plus rares? Parce qu'on lit à gauche, à droite, que finalement, le but du monde digital, c'est l'effacement de l'erreur et de l'imprévu aussi, pour qu'on soit plus ciblé comme cible marketing, ou bien qu'il y ait moins de surprises sur ce qu'on risque de consommer, ou bien simplement des datas qui nous cernent plus. Donc, il y a cette idée que finalement, avec un monde très technologique, on aurait moins d'imprévus. Est-ce que tu as l'impression que comme les choses s'accélèrent aussi, comme la technologie elle avance vite, donc c'est une sorte de double question. Est-ce que tu arrives à suivre cette accélération? Est-ce que tu es intéressé par le changement constant qui est amené à ces instruments, à ces machines? Et puis, est-ce que tu as l'impression qu'avec cette accélération, ces changements, il y a de moins en moins de place pour déraper, que c'est trop maîtrisé? Non, alors déraper, ça c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est la multiplicité des propositions et puis de pouvoir tout suivre. Il y a le créateur Robert Enke, qui est en fait un musicien qui il fait beaucoup de choses différentes, mais non seulement il s'est produit sous le nom de Monolake pour faire de l'ambient, mais il a fait beaucoup de choses différentes, et notamment, c'est un bonhomme assez impressionnant. Il est à l'origine du logiciel que connaissent bien les musiciens qui s'appelle Ableton Live, qu'utilisent beaucoup de personnes depuis une vingtaine d'années. Et il fait une conférence où il explique qu'en fait le problème avec l'avancée technologique, c'est le problème du choix. C'est-à-dire que maintenant, on a des outils qui nous permettent de produire beaucoup de choses, tellement de choses qu'on a de la peine à faire nos choix, parce qu'en fait, on veut toujours corriger quelque chose, on a de la peine à s'arrêter. Si je prends l'exemple des photos numériques, prenons même les photos de vacances amateurs, tu faisais tes 20 photos, elles étaient là, tu les mettais dans ton album, puis tu les avais. Maintenant avec les smartphones, on fait des centaines de photos, et elles disparaissent parce qu'en fait, on ne sait plus où elles sont, on etc. les collecte plus, on les trie plus. On les collecte plus. Puis si tu veux faire un album, tu te retrouves avec 1500 photos à choisir et tu ne sais pas lesquelles choisir. Donc en fait, Et tu n'as plus le temps. Et tu n'as plus le temps. Et donc c'est ça qui se passe aussi. On voit aussi avec les logiciels où tu as ces plugins, ces VST, où tu as t'en as des centaines fantastiques, et toujours des nouveaux qui te sont proposés. Et en fait, j'ai quelques exemples de personnes qui sont sans arrêt en train d'essayer des nouvelles choses, mais en fait, une fois qu'ils les ont, ils les utilisent même pas, parce qu'en fait, ils ont déjà les suivants. Et donc ça, c'est un peu problématique, je pense, dans notre monde par rapport à la création. C'est aussi pour ça que les gens reviennent avec les synthétiseurs analogiques modulaires, où tu fais ton patch, tu vois, tu mets tes câbles, tu fais tes réglages, et alors tu peux te noter à la main ce que tu as fait, mais une fois que c'est là, tu fais ton enregistrement, et puis après, le lendemain, tu veux refaire quelque chose d'autre, bah, tu transformes tout, mais tu vas rarement revenir à ce que tu as fait. Donc, en fait, ça permet presque d'être plus créatif, parce qu'en fait, tu as un produit qui est fini, bon ou pas bon, mais que tu as fait. Et peut-être tu peux retravailler dessus après avec l'enregistrement, mais tu vas pas revenir en arrière sans arrêt. Tandis qu'avec les logiciels où tu mémorises l'instant, tu vois, de ces snapshots de ce que tu as fait, ben, tu décides que tu veux changer tel et tel son, après tu veux changer telle et telle note, etc. Puis tu es dans un problème de décision. La même chose pour le montage vidéo, le montage des films aussi. Tu vois, tu arrêtes jamais, parce que tu peux toujours changer, refaire. Si tu coupes de la bande magnétique, ou tu coupes du film en bobine, bah, c'est quand même un geste qui doit être plus limité. Donc je pense qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans, et de réussir à savoir ce que tu veux, ou en tout cas réussir à savoir ce que tu ne veux pas, et t'arrêter pour passer à l'étape d'après. C'est pas facile, mais je pense que c'est quelque chose un problème auquel on est confronté, qu'il faut essayer de résoudre. Mais il y en a, j'ai vu, qui résolvent ça en lâchant un peu la technologie pour faire des sons. Il y en a qui décident de s'en passer, de
de revenir à quelque chose de plus basique? Est-ce que ce foisonnement-là, il fait que finalement, il y a une sorte d'étouffement et puis on a envie de revenir à des bases beaucoup plus sobres, hein. C'est ce qu'on fait ici avec un peu ce low-tech. Il y a un mouvement qui est comme ça, mais je pense que finalement, la technologie, c'est qu'un outil, et puis tu peux faire de la musique ou un art avec finalement n'importe quel outil. À toi d'être créatif, puis c'est pas parce que tu as le meilleur outil que tu vas faire un bon film, tu vois. Avec l'apparition des caméras vidéo portables, tout à coup il y avait accès, mais il y avait pas plus. Oui, il y a eu plus de cinéastes parce qu'il y a eu plus de personnes, mais c'est pas pour autant que tu devenais cinéaste parce que tu avais une caméra, tu vois. Donc je pense que ce qui est important, c'est de maîtriser l'idée que tu as, enfin le processus avant tout. Mais même dans ce processus-là, est-ce que tu as l'impression, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne finalement? Parce que le parallèle qu'on fait nous avec l'art plastique, par exemple, c'est de se dire que en sculpture, par exemple, il y a des robots qui taillent à peu près tout maintenant. Et j'imagine qu'en musique, tu as plus besoin de... Les sons sont déjà dans des boîtes, tu chantes faux, tu as de l'autotune. Est-ce que, au-delà de la créativité qu'on risque de ne pas perdre, parce que finalement, cette technologie, c'est, comme tu dis, un autre instrument, un autre support, une autre façon d'accéder à communiquer quelque chose. Mais du point de vue de la dextérité, par exemple, du point de vue du savoir-faire, est-ce que simplement c'est la même chose et c'est transposé, ou est-ce qu'il y a quand même cette idée que c'est un petit peu plus facile et puis que ça fait rentrer plus de monde dans l'arène et puis que ça rajoute de la confusion Alors, la confusion, elle est par la diffusion et justement le multiple, parce qu'il y a des centaines de propositions, des milliers de propositions tout le temps, donc les choses sont noyées par la masse, donc ça, évidemment. Maintenant, si l'outil rend les choses plus faciles, il y a un formatage parce que tu as des outils qui te permettent de faire, tu vois, par exemple, de la musique de film d'ambiance comme ça avec quelques outils, puis les choses sont pratiquement toutes cuites, toutes faites. Mais c'est pas très intéressant le résultat parce qu'en fait, tu es en train de reproduire quasiment à l'identique des modèles et puis c'est des produits finalement industriels et tu multiplies des choses qui sont toutes semblables. Et c'est ça que fait en fait la plupart des intelligences artificielles. Elles créent de la musique très bien, mais avec des modèles qui sont finalement tous les mêmes. Donc si tu lui demandes de faire quelque chose de très différent et d'original, elle le fait pas du tout. Et comment feront les créateurs avec ça? Je pense ça va les aider pour trouver des idées, mais peut-être de détourner justement la technologie. C'est là où ça devient intéressant de leur faire faire, par exemple, à l'intelligence artificielle, ce qu'elle ne sait pas faire, justement, pour produire des choses abracadabrantes et puis essayer de reconstruire avec ça. Alors ça, on le dit aussi vraiment dans le domaine de l'image, l'IA, elle te résume tellement bien tout qu'elle te crée tout un tas de choses qui imitent bien ce qui existe déjà, mais comment tu crées à partir de là? Mais toi, est-ce que tu as vraiment zéro position nostalgique, du genre c'était mieux avant? Par exemple, un musicien, il est quand même censé savoir faire des gammes. Est-ce que finalement, toi, il y avait ce gag de David Guetta qui a un piano avec une seule touche. Est-ce que pour toi, il y a une hiérarchie, un degré de capacité? Je veux dire, par exemple, un très bon danseur, est-ce qu'il, pour faire de la danse contemporaine, est-ce qu'il a besoin d'avoir fait beaucoup de danse classique pour connaître l'alphabet un peu de son corps et toute cette gamme de choses qui peut se faire pousser plus loin? Est-ce que pour toi, un musicien qui a une formation de pianiste comme toi, est-ce qu'il a est-ce qu'il a une meilleure vue pour expérimenter ça, ou au contraire, il est encombré par ce bagage un peu classique? J'ai de la peine à répondre parce que je suis admiratif face à la virtuosité, mais j'entends beaucoup de musique virtuose absolument pas intéressante. J'entends de la musique peu virtuose, pas intéressante, mais de la musique peu virtuose aussi intéressante. Donc, je crois pas que la virtuosité soit un gage forcément de qualité. Par contre, c'est vrai que c'est quand même magnifique de voir le savoir-faire, la maîtrise des instruments. Et moi, j'ai pas une grande facilité technique, disons, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même d'apprendre des nouvelles choses. Et là, je travaille sur les percussions, par exemple.
Et c'est un monde énorme. Alors, il n'y a pas du tout de technologie là. Parce que ça m'intéresse pas quand je dis que je travaille les percussions, je parle pas de boîte à rythme, hein, je parle de percussions, par exemple les bata, les percussions afro-cubaines. C'est des choses extrêmement complexes, mais vraiment extrêmement complexes. Et du point de vue du rythme ou du point de vue son? alors, a priori, le son pourrait paraître simple parce que c'est un instrument de percussion avec une peau tendue. Ça pourrait être des sons relativement, disons, simples. Mais en fait, il y a un foisonnement de percussions différentes. Et puis surtout, il y a des combinaisons de rythmes qui sont absolument folles. Et j'écoute des musiques traditionnelles. Là récemment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup touché, et j'ai été halluciné de voir ça. C'est des percussions du Nigeria où ils font avec une cloche double et qui se combinent, mais ils font des polyrythmies, mais c'est de la folie comme ça. La complexité développée, l'aisance, et je suis émerveillé parce qu'en fait, il y a quelque chose de pas du tout parfait non plus. Alors oui, dans leur maîtrise, mais pas parfait dans le son. Quand je dis parfait, cette froideur qu'il pourrait y avoir digitale. Dans le sens que c'est pas écrit non plus long. C'est aussi, ouais, c'est toutes les traditions orales, mais on referait jouer ça par des machines, je pense que ça serait pas du tout intéressant. Donc l'humain, dans la production artistique, je pense qu'il reste vraiment central, et c'est intéressant d'avoir aussi des choses anciennes, ancestrales qui sont là, ces savoirs, pour essayer de les intégrer. Alors je sais pas comment je vais intégrer des choses comme ça dans mes créations, dans mes productions, mais c'est quelque chose, je pense, qui me nourrit d'un autre côté. Donc je fais pas la différence entre il y a le numérique, puis il y a les instruments d'un côté. Je pense que une chose nourrit l'autre. Mais si juste pour faire un peu l'avocat du diable, finalement, quand tu reviens à des percussions, tu reviens à quelque chose de très très pur, très archaïque, même si c'est sophistiqué, c'est quelque chose d'une tradition culturelle, avec des traditions culturelles qui éloignent un petit peu de la technologie, parce que semble-t-il, d'après ce que tu dis, ce serait compliqué à refaire faire par des machines. Ça serait pas compliqué, ça serait pas intéressant. Ça serait pas intéressant, ouais. Parce que moi je lisais par exemple dans un ethnographe qui disait que probablement l'origine du langage, c'est le rythme. L'origine de la tradition orale, c'est les chasseurs-cueilleurs autour du feu qui commencent à se raconter des histoires. Et puis on commence à former des sons. Et la percussion, c'est le rythme le plus primaire qui reproduit un petit peu la journée, la vie, la joie, l'angoisse, la peur de l'animal, la peur de la nuit, qui engage à la soirée, qui rassure et qui prépare à la nuit, qui est un peu mystérieuse. Il y a tout ce travail, tout ce développement. Il développe toute une idée sur comment le rythme a formé les esprits et même a participé à former le rythme des langages. C'est-à-dire que les sons ont été traduits en sens petit à petit, mais via le rythme. Et ce qui m'intéresserait de savoir pour un musicien comme toi qui s'ouvre un petit peu, qui est un peu aventurier un petit peu du son, c'est que la musique est déjà quelque chose de très abstrait. Et moi, c'est intéressant de discuter avec toi là-dessus parce que nous, on part de matériaux très concrets ici. Toi, dans l'atelier, on fait de la pierre, etc. Et puis, on est brusqué par l'abstraction qui nous amène la technologie. Nous, dans notre métier, c'est un peu une rupture qui est complexe à gérer, qui est assez nouvelle. C'est plus dur que, par exemple, quand la photo est arrivée versus la peinture, par exemple, où les peintres ne savaient plus très bien quoi faire pendant un moment parce que la photo le faisait mieux, puis ça reproduisait exactement. Mais la pierre, quand tout à coup la 3D est saisie par des scanners 3D et que des robots retaillent ça et que des artistes utilisent tout un tas d'équipes de jeunes surdoués qui manient le pixel avec une grande dextérité et font des monstres, des mutants, des sculptures extraordinaires ou reproduisent simplement des corps sans aucune erreur aussi, parce que c'est aussi ça. Il y a moins d'erreurs. Quand on taille un bloc de pierre, il y a l'idée quand même que c'est pénible, c'est long, tu te fais mal aux mains, puis tu peux te gourer, et puis tu vas reproduire un corps au mieux que tu peux en fonction d'un peu de talent, de connaissances, d'expérience, de mesures, de maquettes, etc. Alors que finalement, on se retrouve nous dans un métier où tout ça, c'est contourné. Et je me demande si c'est un musicien comme toi qui de toute façon manipule quelque chose déjà assez abstrait.
comment cette espèce de deuxième couche abstraite qu'amène le monde digital, en créant des univers qui sont plus ceux de la réalité, parce que, on va dire, d'un certain côté, la nature a toujours été un support pour imiter quelque chose. On a imité la nature pour la comprendre et pour créer. Les peintres peignaient des paysages, puis tout à coup, depuis Andy Warhol, ils utilisaient la ville et les supports de communication publicitaire qui étaient leur base. Alors, est-ce que toi, par exemple, tu donnais l'exemple du synthétiseur, le synthé. Je parlais avec mon fils quelques jours. Le synthé, tout à coup, c'est un son qui n'arrivait pas très bien à imiter le piano, qui était un peu moins bon que le piano, je ne sais pas, dans les années 70, 80. C'est un son électronique un peu nouveau qui essaye d'imiter quelque chose, puis il l'imite pas super bien, mais finalement, on arrive à faire on fait du disco, j'en sais rien, on utilise ce son synthétique qui est pas parfait par rapport à ce qu'il veut imiter, mais qui tout à coup ouvre un tout autre univers, qui est plus du tout un univers réel. Est-ce que toi, ça t'intéresse d'amener des univers qui n'existent pas via ces nouveaux supports? Ou au contraire, c'est revenir à des sons ancestraux Non, mais je crois que... Bon, déjà, tout m'intéresse, mais je crois pour moi, il y a quelque chose de totalement similaire entre le son, la matière sonore, le matériau sonore et les matériaux. La pierre, le bois, ils sont jamais parfaits. Il y a toujours des fissures. Ces fissures, ces imperfections de la structure, c'est ça qui est beau. Et je pense dans le son, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça aussi. Alors, avec un son numérique, je schématise un peu parce que ça peut être plus compliqué que ça, mais avec un son numérique, on aurait, entre guillemets, un son lisse, parfait. Comme on pourrait avoir avec un print 3D ou un matériau synthétique parfait, sans accroc. Ce matériau parfait, lisse, il est peut-être pas très intéressant. Mais les gens le cherchent quand même, non? Oui, mais il est peut-être pas très intéressant, mais suivant à quel moment il est utilisé, il peut être très bien. Mais si je regarde un morceau de bois, je peux l'observer pendant des heures pour regarder une pierre, parce que elle a tous ces détails qui sont d'une richesse folle. Si j'écoute un son enregistré de nature, je dis enregistré parce qu'en fait, il peut être enregistré de manière numérique, mais il est là à la base, il est pas fabriqué de manière digitale numérique. Il a aussi une multitude de détails, d'imperfections qui sont intéressantes. Est-ce que recréer un son entre guillemets réel d'instrument ou de nature de manière électronique, c'est informatique ou digital, numérique comme tu veux, est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant dans le concept et technologiquement parce qu'en fait, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que de créer un son lisse, parce que maîtriser tous ces éléments chaotiques, c'est juste énorme. Et alors là, c'est intéressant. Mais le résultat, s'il est identique, il n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est pour la production en termes peut-être économiques. Là, il a peut-être des intérêts parce que ça devient facile pour de la production industrielle, justement. Je parle industrielle, je pense au cinéma. Mais en soi... Mais est-ce que c'est possible? Parce que si ça l'est pas encore, ça va l'être. Mais ce qui est intéressant dans un son numérique qui recréerait quelque chose, tu parlais par exemple de faire recréer des violons, un son de piano, puis qu'on les retrouve dans ces productions des années 80, 90, etc. Enfin, tout le temps, même encore maintenant. Justement, quand il se rapproche assez peu, ou ils se rapprochent mal de l'original. Maintenant, ils deviennent intéressants parce qu'ils ont un côté vintage, exactement maladroit presque. Donc, je crois tout a des caractéristiques qui peuvent être intéressantes. Ça dépend du contexte. Mais c'est pour moi ce qui me fait penser là, dans le flot des conversations, c'est quand j'étais étudiant aux États-Unis, je te parle de ça.
il y a une guerre. C'était hier. Il y a une guerre digitale. C'était le début justement de la 3D et puis des goggles, c'est des lunettes, c'est-à-dire former des univers 3D. Et une sorte de gros dreadlockeux qui était venu qui passait sa journée dans des garages à recréer des univers, donc des univers pas sonores, des univers 3D, qui essayait de faire, de synthétiser le monde sur des écrans et puis les rendre en 3D avec des gants qu'on pouvait, des lunettes et des gants qu'on pouvait pas. Et puis lui, ce qui le frappe à chaque fois, c'est qu'il passait la journée enfermé à essayer de créer, puis à peine il sortait, il était halluciné, frappé, complètement déboussolé par la complexité du monde. C'est-à-dire qu'il avait passé des heures à rajouter des détails, à faire dérailler sa machine, à rajouter des défauts en fait dans tout ce qu'il mettait quand il créait des matériaux, des routes, etc. pour faire des univers. Et que finalement, il a l'impression que c'était inimitable, tellement c'était complexe, tellement il y avait de couches, tellement il y avait de diversité. Est-ce qu'un son, on peut faire ce parallèle-là aussi? Il y a une sorte d'impossibilité de toute façon. Est-ce que la complexité du monde est imitable en fait? C'est une grande question. Mais je parlais d'utiliser les accidents, c'est ça qui est intéressant, je pense, avec justement la création, qu'elle soit numérique. Ouais. C'est en fait de faire des choses, tu te retrouves avec des choses que tu t'attendais pas, d'avoir ces accidents, puis finalement d'arriver à les exploiter. C'est là où ça te fait réfléchir à ta place, à ce que tu veux, à comment changer ton projet. Donc en fait, c'est ça qui fait avancer. Si les choses sont parfaitement faites dès le début et puis tu sais déjà comment ça va être, sinon ça devient pas très intéressant. C'est un peu comme rejouer Let It Be des Beatles, puis le refaire, ça sera jamais aussi bien que l'original. Donc tu peux jouer très bien, chanter très bien, mais tu fais une version de Let It Be, ça sera absolument inintéressant. Maintenant. Ça, c'est sympa à faire pour soi. Ouais, c'est sympa si on boit une bière puis on fait ça, ok, mais donc je sais pas, j'ai pas d'a priori sur ce qui est bien ou ce qui est pas bien, tu vois, dans la création. Non, mais en fait, la question un peu pour cette discussion, c'est développer un peu un sens critique sur le monde digital, parce qu'on y va de toute façon, donc ça avance. Sur plein d'aspects, l'aspect de la perfection, par exemple, moi dans mon métier, bien, ils ont développé des fausses pierres, par exemple, et les gens payent plus cher des fausses pierres que des vraies pierres, à des laboratoires qui ont recréé des principes géologiques où ils ressoudent des matériaux pour faire comme ils étaient la nature, puis je ne sais pas s'ils jouent à Dieu ou quoi, mais ils refont des matériaux, puis ces matériaux, ils supportent ou pas la chaleur, ou ils se détruisent à la lumière, etc. Mais les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir plus de perfection. Et l'autre aspect de la question, c'est un peu le débat, la limite entre le faux et le vrai, parce que finalement, on voit sur Instagram tout un tas d'images qu'on ne sait plus si c'est de l'IA ou vrai, des lions qui se battent avec des trucs pas possibles, ou des faux villages. Alors, en musique, on a aussi l'impression qu'assez facilement, un gars, il est très doué à la guitare, mais en fait, il est aidé partout. Est-ce que c'est... On a passé peut-être une étape où le digital, même s'il n'est pas aussi parfait que la réalité, il arrive suffisamment à imiter pour qu'il nous trompe de plus en plus. Puis on est arrivé peut-être dans un monde où c'est plus compliqué de savoir sur quel pied on marche, entre le vrai et le faux, par exemple. Par exemple, toi, en musique, c'est quelque chose que tu trouves dangereux ou exploitable, ou à exploiter absolument, ou au contraire, il y a trop de tricheurs qui s'infiltrent là-dedans et puis qui prennent la place. Ok, tu veux tricher, mais... La musique, ça reste, si tu joues avec des personnes, ça reste quelque chose de communique. L'élément central, c'est la communication. Donc, tu fais avec ce que tu sais faire. Et puis, si tu sais à peu près rien faire, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Mais peut-être si plusieurs personnes qui savent pas faire grand-chose se retrouvent et arrivent à être créatives, tant mieux pour elles. Après, tromper... Bon. Non, mais la communication, elle se fait même à travers le faux. Vraiment, en sculpture contemporaine, il y a maintenant que les machines, les robots taillent des personnages entiers, etc. La plupart du public pense que le sculpteur l'a fait. Oui, mais le problème, c'est pas le robot qui le fait ou les créateurs du système. Le problème, c'est le commerce qu'il y a autour et puis et les gens intéressés par ça, tu vois, qui veulent faire du business avec ça et si ça fonctionne. Donc, là-dessus, c'est aussi un problème du consommateur. Et si moi j'ai envie de consommer de la musique créée entièrement par l'intelligence artificielle, puis je vois pas la différence, tant pis pour moi. Mais il y a une complicité, évidemment, de
tous les réseaux de diffusion, etc. Puis là où on peut s'inquiéter, c'est pour l'éducation des générations qui viennent. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire comme différence entre les éléments quand ils les ont devant eux, tu vois, est-ce qu'ils feront la différence ou pas? Il y a une éducation à faire. Comment, je sais pas, parce que c'est compliqué le monde. Il change, les personnes pensent savoir comment ça va aller avec l'IA, mais je pense que personne sait. En fait, tout le monde va se faire dépasser. Mais par exemple, sur Spotify, où il y a ces groupes qui sont des faux groupes, qui ont plus de vues que des vrais groupes. Alors, c'est extraordinaire en termes technologiques et la progression. C'est impressionnant. Après, c'est pas très intéressant. Ce qui est produit, c'est pas très intéressant. C'est un flux qui est produit pour des raisons commerciales, c'est-à-dire parce qu'après tu reçois des droits d'auteur pour ceux qui ont fait ces créations digitales, numériques avec l'intelligence artificielle, ils les signent, ils les déposent, et quand c'est écouté, c'est rémunéré dans une moindre c'est mesure. rémunéré. Bon, c'est rémunéré très peu sur Spotify, mais comme il y a beaucoup de gens qui les écoutent, et puis eux, ils ont la main. Tu parlais de la main, mais c'est eux qui ouvrent le robinet et qui le ferment. En fait, ils les insèrent dans des playlists, et puis tu te retrouves si tu es un peu distrait, à écouter des musiques en fait qui s'insèrent dans tes playlists, ces propositions pour des raisons commerciales. Alors, c'est intéressant, je pense, en termes de marketing, en termes de maîtrise des technologies, mais en termes de création, de toute façon, c'est des copies de choses existantes. Ils les ont nourries pour copier des choses qui sont déjà là. Est-ce que c'est intéressant de réécrire un livre qui est, tu vois, un roman qui existe déjà, de le changer juste les noms, puis de faire un petit peu différent? Il peut être composé. Il y a, je ne sais pas si c'est... Oui, mais il y a récemment un livre qui est sorti qui prend un peu les bases l'intelligence lit 50 000 livres, et puis il crée une intrigue de mélange un peu copier-coller à gauche à droite, puis ça crée un bouquin que les gens achètent. Je pense que c'est très valable pour la littérature qu'on appelle de gare, tu vois, de créer des séries de choses qui fonctionnent, mais après, des œuvres vraiment originales, je sais pas, peut-être, que ça sera, si on arrive à des choses intéressantes, j'en sais rien, mais moi, j'ai pas d'a priori sur c'est créé de manière numérique, donc c'est moins bien que etc. Mais je vois juste, si je pense aux matériaux, quand je regarde ton sol, bon, il faudrait peut-être un peu le balayer, mais il souffre beaucoup. Il souffre un peu, mais il m'intéresse plus qu'un sol un lino tout propre. Voilà, tout lisse, sans aucune imperfection. Ici, je peux le regarder pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui s'offrent à moi, un peu comme si je regarde la nature, l'écorce d'un arbre ou un champ d'herbe. De l'infiniment grand, l'infiniment petit. Exactement. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la multiplicité des éléments dans mon regard, mais aussi dans mon écoute. Et puis la création artistique, je crois que c'est ça doit nous interroger sur sur ce qu'on est, sur notre perception du monde. Alors, on essaye de faire un peu le temps long ici, mais pas dépasser à peu près 45 minutes. Donc, j'ai 2 dernières questions pour boucler la boucle imbouclable. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une création où tu as vraiment, via une erreur, un bug, tu as réussi à construire quelque chose d'autre? Un exemple de cette espèce de mix entre expérimentation, tentative et résultat, où l'erreur amène une étape créative. Et la deuxième question, ce sera comment tu vois ton métier dans 20 ans? Alors, pour répondre à ta première question, j'aurais du mal à te dire une, parce qu'en fait, pour moi, il y a tout le temps des choses qui se présentent, qui sont inattendues. Et par exemple, j'enregistre des sons de piano préparés. Un piano préparé, c'est tu mets des choses dans un piano, des éléments, des vis, etc. Puis tu tapes sur ces éléments où tu joues du piano, voilà, avec toute une valise d'outils dedans, et puis ça change tes sons. Exact. Tu sais pas tu sais à peu près ce que ça va donner comme typologie de son, mais tu sais jamais les hauteurs, etc. Donc si tu joues tes do, ré, mi, fa, sol, ça va te donner d'autres hauteurs, et puis ça va produire des éléments qui font que tu voudras les jouer différemment.
et tu vas reconstruire ça différemment. Après, tu enregistres ça et tu essayes de construire quelque chose avec ça. Tu vas voir que ça te plaît pas, puis peut-être un petit bout de ça te plaît, et alors tu le mets à l'envers, tu changes la hauteur, etc. Tu le manipules. Donc c'est pas que de l'erreur, c'est aussi du hasard. C'est un peu jouer au hasard. Quoi. C'est voilà, créer des conditions. Exactement, d'utiliser du hasard et puis de choisir, de faire tes choix là-dedans, et puis un peu comme si tu avais un livre d'images et puis tu prends au hasard une page, ah celle-là elle te plaît, non, la suivante, ah ça me plaît, et ça te permet de raconter une histoire. Donc en fait je pense que c'est quelque chose à part ça, totalement habituel dans la création, parce que même si tu improvises, si tu crées une chanson, etc., tu improvises des accords, des bouts de texte, etc., puis tout à coup, il y a quelque chose qui fait que tu as produit quelque chose que tu ne savais pas avant, et à partir de là, tu construis. Bon, il y a certaines personnes qui rêvent, dans leurs rêves, ils ont la chanson toute faite, tout le morceau tout fait, puis ça s'essaye, et puis c'est bon. Mais c'est quand même assez rare. En général, tu construis à partir de... Puis même dans ton rêve, tu as construit à partir de la journée d'avant. Ouais, ou bien tu as rencontré quelqu'un, puis il te dit aujourd'hui, et puis 3 mots, puis tu prends ces 3 mots, puis en fait, ces 3 mots ils te font penser à quelque chose. Et puis si tu n'avais pas eu cette rencontre-là, tu n'aurais pas eu ces mots qui viennent après, et ta journée est différente et ta création est différente. Donc je crois que le hasard, il est toujours là, en fait. Alors moi, j'ai bien compris le côté pas nostalgique, il n'y a pas de morale, pas de nostalgie, cette idée que tu expérimentes avec ton temps, tu vis ton temps, mais en écoutant un peu ce que tu as fait, en regardant un peu ce que tu as fait à gauche, à droite, j'ai vu peut-être une dimension éthique. J'ai vu qu'il y a pas mal de compositions qui sont liées à des thèmes un peu politiques, les FARC en Colombie. Pour des documentaires de Rouen. Sur la pollution, sur les pétrodollars. Enfin, j'ai vu toute une filmographie. Les sables bitumineux avec Peter Mettler, le réalisateur canadien. J'ai vu 5 ou 6 fabrications d'univers sonores autour de documentaires qui était un peu politique finalement. Est-ce que s'il n'y a pas de morale au sens c'est l'humain ou c'est la machine qui fait, est-ce que tu parlais d'éducation aussi, alors finalement est-ce que tu es animé au-delà des expérimentations par un idéal ou une éthique qui vient mettre une couche supplémentaire? Avoir une certaine éthique, mais comme je te disais aussi, c'est les rencontres, peut-être suivant ce que tu produis, ça provoque certaines rencontres, puis les personnes font qu'elles sont sensibles à ça. Et puis ça se reproduit, tu tombes dans une famille de gens qui font... Moi, les éléments purement commerciaux, ça n'a jamais tellement marché pour moi. C'est-à-dire, j'ai fait un peu de pub, etc., mais je pense que je ne suis pas à l'aise avec les personnes qui sont là-dedans, donc elles non plus. Donc voilà, après... Quand tu es musicien, il y a des jobs que tu fais qui sont des fois un peu plus alimentaires, comme tout le monde, qui sont peut-être moins intéressants. Je suis souvent étonné, presque admiratif de certaines personnes qui arrivent à flatter tout le monde, qui ont plein de boulot, etc. Et moi, j'arrive pas. Donc, en fait, comme je suis assez transparent, je pense que les gens voient tout de suite que je suis pas à l'aise, ou que ça me plaît pas, ou que ça m'intéresse pas. Et puis, si je peux ne pas faire ça, je le fais pas. Donc, comme j'enseigne à côté, j'ai la chance aussi de pas devoir courir après de la production alimentaire. Donc, je peux choisir des choses. Après, j'ai pas toujours la possibilité de faire tout ce que je veux, etc. C'est aussi un monde quand même qui est difficile. Tu parlais de jeune génération, il y a beaucoup de gens, quoi, donc qui font des choses très bien, d'autres moins, mais en fait, il y a quand même beaucoup. On est ici dans une ville où il y a beaucoup de production, beaucoup de choses. Et une offre culturelle importante par rapport au bassin de public. On commence aussi à être peut-être aussi décalé par rapport à des personnes de 20 ans qui arrivent avec des nouvelles idées. Et c'est bien. Moi, je pense que c'est jamais. Tu m'as dit à un moment, c'était mieux avant. Moi, je crois pas que c'était mieux avant. C'était différent. Et si je pense au numérique, quand on a eu les premiers ordinateurs pour travailler avec, on avait des ordinateurs Atari pour faire du MIDI. Après, on a réussi à avoir des Apple où on pouvait enregistrer.
et gérer du son numérique, mais d'abord en 2 pistes, et puis c'était tellement cher, donc c'était quand même compliqué. Et maintenant, on a beaucoup d'outils, mais je suis étonné de voir que on n'est pas forcément plus créatif. Et puis, il y a peut-être trop de sollicitations. Justement, il y a trop de possibilités de faire trop de choses. Et quand il y a trop, on n'a plus le temps de... Et tu vois, les personnes me demandent « Ah, t'achètes des disques ou t'écoutes de la musique ?» Et puis, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, mais... moi, j'ai mes CD, j'ai lâché parce qu'en fait, je pensais que ou je les ai copiés, je les ai numérisés, etc. Puis en fait, je me retrouve à plus écouter de musique. Et on repensait on allait emprunter des disques aux discothèques des minoteries, des disques vinyles, on les copiait sur cassette et on les écoutait des centaines de fois. Maintenant, c'est différent parce qu'en fait, tu réécoutes peut-être des centaines de fois un morceau, mais pas le disque entier. Tu prends plus le temps. Et dans ce disque entier, il y a des choses qui te plaisaient moins, mais comme tu laissais le disque, tu les entendais aussi. D'ailleurs, tu avais le réflexe de la suivante quand la dernière s'arrêtait parce que ton cerveau... Aussi, puis ouais. tu attendais peut-être celle qui te plaît, tu la laissais, tandis que maintenant on zappe, on est dans donc ça change quand même beaucoup la manière de consommer la musique. Récemment, je suis allé à une soirée et ça m'étonnait comme les DJ laissaient pas les morceaux jusqu'au bout. Ouais. Ils allaient très vite, ils passaient d'un truc très 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 vite. Et moi, j'aime bien les choses quand elles se développent dans la longueur. Mais les rave parties, c'est quand même quelque chose de paradoxal, en tout cas dans notre discussion, parce que tu vois, ça fait appel à du rythme. En fait, ça fait ressortir quelque chose d'archaïque, d'ancestral qu'on a en nous avec ce rythme, ce côté, cette transe. Ouais. Alors, produit totalement... parce que la rave, c'est produit par excellence du monde numérique, si on veut. Même si on utilise des synthétiseurs analogiques, peut-être, là, pour produire. Mais ça, quand même... Il y a une correspondance forte avec le monde numérique. Ouais. Alors, où est-ce que tu fais une rave en pleine nature ? Ouais. Et ouais, il y a ces paradoxes. Moi, j'ai de la peine avec les raves. Parce qu'on est vieux. Aussi, parce que c'est tard et il faut prendre beaucoup de drogue, probablement. Mais surtout parce que je trouve ça très intrusif dans la nature. C'est un peu comme les téléskis en montagne. Oui, il y a quelque chose d'assez agressif, c'est vrai. Voilà, et je trouve que ça, maintenant, je peux plus. Quoi, en fait. Puis tu pars, puis t'as un champ de bouteilles de bière. Ouais, je trouve que c'est un peu arrogant. Je préfère alors ça dans une friche industrielle, oui, mais pas en pleine forêt. Ouais, ça me... Très bien. Ça sera le mot de la fin, alors. Alors peut-être, j'ai une jolie idée que finalement, comme dans Jurassic Park, life finds always a way, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas tout à fait étouffable. En tout cas, moi, j'ai pas du tout de certitude sur le futur, ni en train de tenir un discours passéiste, c'était mieux avant, etc. Parce que le monde qu'on laisse maintenant montre que c'était pas mieux avant. On a fait quand même beaucoup de bêtises. Et ayons confiance avec la suite. Ben, idéalement, on va terminer avec ça. Si tu as une image de toi dans 20 ans, si Dieu te prête vie, qu'on dit même quand on n'est pas croyant, tu te vois continuer à créer sur le même principe. C'est une sorte de mode de vie pour toi qui fait que tu continueras à ingurgiter, à jongler avec ce qu'on te propose. Et puis... Je pense, mais dans 20 ans, j'espère créer avec d'autres éléments, parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie, c'est un parcours que tu fais avec des rencontres avec des personnes, mais aussi avec avec de l'art, avec des objets, des matériaux. Et j'espère découvrir des nouvelles choses. J'espère ne pas refaire la même chose. Pour moi, c'est d'avancer et de faire autre chose, en espérant que j'avance aussi vers le mieux et pas que j'avance en faisant un arc de cercle, en revenant en arrière. C'est tout ce qu'on te souhaite. L'aventure continue. Pour toi aussi. Lucky Loser 5, c'est terminé. Merci beaucoup, Gabriel Scotti. Dans 20 ans, ça sera Lucky Loser. Combien d'épisodes, tu penses ? 10 000. 10 000. Je reviens pour le 10 001, ok ? Je ne sais pas si on va durer si longtemps parce que moi, je fais ça de façon tout à fait
amateur et c'est aussi l'opportunité de rencontrer des gens. Peut-être ça s'arrêtera pour toute autre aventure. Merci Gabriel. Vincent. Ah, en même temps, synchro.